Bonjour à vous tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire USG People que nous organisons en collaboration avec Lazy Engels. Et j'espère surtout que vous avez passé de bonnes vacances en toute sécurité. Au cours de la session précédente, nous avons longuement parlé du télétravail et de la manière d'élaborer une politique en la matière. Aujourd'hui, nous souhaitons faire le point sur les mesures juridiques qui changent de jour en jour. Le ministre Meul a décidé hier d'un certain nombre d'ajustements pour donner de l'oxygène aux employeurs en ces temps de corona, afin de traverser cette période le mieux possible. Et donc les informations fraîchement parues dans la presse. Nous vous donnerons aussi une brève mise à jour sur la législation relative au home office, les différentes formes de chômage que nous pouvons appliquer à partir du 1er septembre et plus d'infos sur les prochaines élections sociales. En attendant, nous préparons également notre prochain webinaire qui portera sur l'engagement, la connexion et la rétention en temps de Covid. De plus amples informations vont suivre et j'espère bien sûr vous y accueillir également. Ce webinaire sera enregistré afin que vous puissiez le consulter à nouveau. Vous recevrez la présentation et n'hésitez pas à poser toutes vos questions par la chat fonction. Nous traiterons quelques questions après ce webinaire et les autres réponses vous seront certainement fournies plus tard. Je donne maintenant la parole à Francine de Claes et Engels et je vous souhaite une séance très inspirante. Merci. Merci beaucoup. Eh bien voilà, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Eh bien, on vous l'a dit en termes d'introduction, on souhaite aborder avec vous plusieurs thématiques. Vous les voyez ici sur le slide, le télétravail, le chômage temporaire ou encore le congé parental Corona et la durée du travail. Peut-être d'abord, on le sait, hein, l'actualité change de jour en jour. Nous savons qu'en Belgique, pour le moment, malheureusement, nous sommes quasiment à 10 000 personnes qui sont décédées des suites du coronavirus. Dans ce cadre-là, des mesures ont été prises, des mesures d'abord très sévères de lockdown et puis petit à petit un déconfinement avec le 29 juillet, à nouveau un durcissement des règles dû à une deuxième vague, entre guillemets, puisqu'elle était moins importante, mais quand même un pic des contaminations et des mesures encore plus dures pour la province d'Anvers qui ont été prises. Dans le cadre de ces nouvelles mesures, nous avons fait effectivement déjà un webinaire sur le télétravail, mais on constate qu'il y a encore énormément de questions à ce sujet. Et maintenant, le télétravail est, suite à cette deuxième vague, fortement ou hautement recommandé. Alors, ça veut dire quoi le télétravail hautement recommandé? Mais ça veut dire que pour toutes les fonctions où il est possible de faire du télétravail, le gouvernement souhaite que les employeurs proposent le télétravail. Est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Si le télétravail n'est pas organisé, peut-être parce que la fonction ne s'y prête pas ou la fonction s'y prête, mais la présence physique est tout de même souhaitée, eh bien alors là, l'employeur doit faire en sorte de garantir un environnement de travail sûr. Et alors, il y a une distinction dans les recommandations. Pour les entreprises non essentielles, le respect des distanciations sociales devrait être garanti, tandis que pour les autres entreprises, les mesures de distanciation sociale devraient être respectées dans la mesure du possible. Est-ce que c'est la seule mesure qui doit être prise pour les entreprises? Non, c'est une mesure parmi d'autres qui doit être prise pour garantir la sécurité de tous au travail. D'autres mesures doivent être prises et le fameux guide générique Covid-19 reste la base de travail pour les entreprises pour mettre en place ces mesures que vous avez certainement déjà mises en place. Généralement, des sens de circulation, éventuellement le port du masque, le lavage des mains, des gels hydroalcooliques un petit peu partout. Voilà, je vous le disais, la province d'Anvers, pour elle, ce n'était pas une recommandation, c'est devenu une obligation pendant une certaine période définie. Alors,
est-ce que, comme le télétravail est hautement recommandé, qu'est-ce que ça devient comme régime de travail? Alors, il faut savoir qu'on n'a pas une législation télétravail Covid. On a la législation relative au télétravail structurel qui prévoit que quand on fait de manière régulière du télétravail, eh bien, il faut d'abord, si c'est généralisé, informer et consulter le conseil d'entreprise et aussi et surtout prévoir une convention individuelle écrite avec chaque travailleur qui fait du télétravail. Et dans ce cadre, l'employeur doit mettre à disposition le matériel nécessaire pour le télétravail. Ça, c'est le télétravail structurel. À côté de ça, il y a le télétravail occasionnel qui lui est beaucoup moins formel. C'est, imaginons, j'ai un rendez-vous chez le médecin, je vais télétravailler pour ne pas perdre du temps dans les embouteillages et tout de même pouvoir travailler une partie de la journée. Et dans le cadre de ce travail, il n'y a pas d'obligation légale de prise en charge du matériel et il n'y a pas non plus d'obligation légale de conclure une convention individuelle écrite. Alors, le télétravail Corona, on nous demande souvent, tiens, est-ce que c'est du structurel ou est-ce que c'est du occasionnel? Eh bien, c'est un peu des deux. Le SPF nous a confirmé que ça reste du télétravail occasionnel et donc ça devrait en principe être les règles du télétravail occasionnel qui s'appliquent. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas une convention individuelle écrite avec chaque travailleur. C'est du télétravail occasionnel pour autant que ça reste bien limité aux mesures Corona. Si ultérieurement l'entreprise, malgré la fin des mesures Corona, continue à laisser en place le système de télétravail qu'elle a mis en place dans le cadre du Corona, alors là, son régime de télétravail ponctuel va devenir du régime de travail structurel. Alors, c'est du régime de travail, le télétravail Corona reste du télétravail occasionnel. Néanmoins, alors qu'il n'y a dans ce cadre-là pas d'obligation légale de prise en charge du matériel, le SPF Emploi estime bien, que l'employeur doit fournir aux télétravailleurs les équipements nécessaires à l'exercice de la fonction et devrait même, en principe, intervenir pour les frais de communication. Pour les frais de télétravail. Alors, il n'y a pas d'obligation légale d'octroyer une indemnité qui s'appellerait télétravail parce qu'il est possible que le travailleur ne subisse aucun frais additionnel de par le télétravail, notamment parce que l'employeur intervient déjà pour une connexion Internet ou encore pour des frais de GSM. S'il n'y a rien qui est mis en place, l'ONSS et le fisc acceptent un certain nombre d'indemnités forfaitaires dites télétravail Corona, qui sont similaires à ce qui existe hors Corona. Mais vous voyez, on reprend sur le slide ces fameuses indemnités, 129,48 pour les frais de bureau, 20 € maximum par mois pour le PC ou pour la connexion Internet. Le fisc estime que ces indemnités doivent être attribuées sans distinction pour tous les travailleurs qui exercent la même fonction, la même catégorie de fonction, et qu'il faut au moins 5 jours de télétravail par mois pour octroyer cette indemnité. Vérifier l'impact sur d'autres indemnités, si on fait du télétravail, forcément, on n'a pas de déplacement domicile-lieu de travail, on n'a pas de frais de parking et il faut voir un petit peu comment est rédigée votre police véhicule de société. Est-ce que vous avez une obligation légale d'établir une police télétravail Corona? Non, c'est recommandé par le SPF Emploi et c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir des règles claires. Si vous envisagez, comme beaucoup d'entreprises, de convertir le télétravail occasionnel en télétravail structurel après la fin du Covid, vous devrez avoir une convention écrite avec chaque travailleur, mais vous pourriez d'ores et déjà avoir une police ou des règles claires pour indiquer aux travailleurs, tiens, telle fonction, c'est exclu, par exemple. Comme ça évite certains malentendus. Voilà pour le premier point, télétravail. Le deuxième point, on vous le disait en termes d'introduction, c'est la une de l'actualité pour le moment, c'est le chômage temporaire à partir du 1er septembre. Jusqu'au 31 août, les choses sont assez simples dans la mesure où le régime temporaire pour cause de force majeure Corona, avec son acceptation souple, est accepté. Et donc, les entreprises confrontées à un manque de travail peuvent faire appel à ce régime de travail. À partir du 1er septembre, on a une pluralité de régimes qui vont exister ou coexister avec des conditions d'application différentes. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé utile de faire le point sur ces différentes conditions. D'abord, ce fameux régime Corona.
premier point, il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. Deuxième point, attention, quand on dit prolongation, c'est effectivement possibilité d'avoir un régime force majeure Corona, mais les conditions de bénéfice ou d'accès à ce régime sont modifiées pour la période qui débute à partir du 1er septembre. Alors que jusqu'au 31 août, le régime est accepté de manière générale pour toutes les entreprises, à partir du 1er septembre jusqu'au 31 décembre, ce régime ne sera ouvert qu'aux secteurs particulièrement touchés par le Covid ou qu'aux entreprises particulièrement touchées par le Covid. Alors, les secteurs particulièrement touchés par le Covid, on vous le disait, la ministre a adopté hier une liste des secteurs particulièrement touchés par le Covid. Et quand on regarde cette liste, à titre d'exemple, je peux vous confirmer que les commissions paritaires numéro 100 ouvriers ou 200 employés sont reprises dans cette liste. La commission paritaire de l'industrie hôtelière ou du spectacle ou des taxis, à titre d'exemple, est également reprise dans cette liste. Si votre entreprise ressort d'un secteur particulièrement touché, elle a droit à faire usage du chômage Corona applicable jusqu'au 31 décembre. Si l'entreprise ne ressort pas un secteur particulièrement touché, alors ça doit être une entreprise particulièrement touchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une entreprise qui a connu, durant le deuxième trimestre 2020, du chômage temporaire pour cause de force majeure à cause de la pandémie coronavirus ou pour raison économique, pour ces travailleurs, donc on comprend les travailleurs ouvriers et employés, à concurrence d'au moins 20% du nombre global de jours déclarés à l'ONSS. Si on est une entreprise qui satisfait à cette condition, alors on peut envisager de faire appel au chômage temporaire coronavirus. Dans ce cadre-là, on doit déposer un document. Alors voilà, vous voyez sur le slide, c'est le document C106A EPT auprès de l'ONEM. On va envoyer ce document par email au bureau de chômage du siège social et on va avoir une confirmation par l'ONEM du fait qu'on satisfait bien aux conditions pour faire usage de ce régime de chômage temporaire. Quelles sont les formalités? On va devoir informer les travailleurs, individuellement ou collectivement, au plus tard le jour qui précède la suspension du contrat de travail pour cause de chômage temporaire. Cette information, elle va reprendre les jours de chômage temporaire, quand est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on ne travaille pas. On va aussi informer le conseil d'entreprise, ou si vous n'en avez pas, la délégation syndicale, et on va expliquer aux travailleurs les formalités qu'ils doivent accomplir pour obtenir les allocations de chômage et on va introduire une DRS scénario 5. Ça, c'est plus ou moins similaire à ce qui existait avant. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Un système très peu formel, pas de complément aux allocations de chômage ou en tout cas pas d'obligation légale, mais pas non plus d'interdiction légale de payer un complément. Et c'est un régime qui s'applique tant aux ouvriers qu'aux employés. Ce régime, par contre, n'est toutefois ouvert pour le moment que jusqu'au 31 décembre 2020. Un point d'attention, sachez qu'il y a un arrêté royal. Alors, c'est un avantage ou un inconvénient selon le point de vue duquel on examine la législation, mais sachez qu'il y a un arrêté royal qui a été adopté en juin et qui prévoit que les périodes de chômage temporaire coronavirus qui ont eu lieu entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2020 sont assimilés à des prestations de travail pour le calcul du droit aux vacances et des pécules de vacances. Donc, ça veut dire que pour cette période, 1er février 2020, 30 juin 2020, les travailleurs qui ont été en chômage temporaire Corona vont voir leur jour de chômage temporaire Corona assimilés pour leur calcul des vacances et des pécules de vacances à des périodes de travail. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est un arrêté royal qui est intervenu en juin et par ailleurs, sachez qu'il y a une notification qui a été déposée devant le Conseil d'État pour annuler cet arrêté royal. Il n'en reste pas moins que pour le moment, il existe et que son non-respect est sanctionnable. Voilà pour l'état de la situation pour le chômage Corona. Un deuxième régime, à côté du régime chômage Corona qui existe à partir du 1er septembre, c'est le régime de chômage économique pour les employés, si ce n'est que le législateur a prévu
à côté du régime classique, la possibilité de bénéficier d'un régime transitoire. Alors, c'est quoi ce régime transitoire? D'abord, quelles conditions l'entreprise doit-elle satisfaire pour pouvoir avoir droit à ce régime transitoire? Première condition, l'entreprise doit avoir connu une baisse de 10% de ses ventes ou de sa production en comparaison avec le deuxième trimestre 2019. Donc, on compare le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020. Deuxième condition, l'entreprise doit être liée par une convention collective de travail ou par un plan d'entreprise pour cette question du chômage économique. Je vais revenir là-dessus après. Et troisième condition, l'entreprise doit proposer 2 jours de formation par mois aux travailleurs. Alors, je vous le disais, je reviens là-dessus. L'entreprise doit être liée par une CCT ou par un plan d'entreprise. Vous allez penser bien rien de bien différent par rapport au régime de chômage économique classique pour les employés. Il y a quand même une différence dans la mesure où si vous êtes dans l'hypothèse où vous négociez un plan d'entreprise, donc soit parce que vous n'avez pas de délégation syndicale, soit parce que les négociations avec la délégation syndicale n'aboutissent pas après 14 jours, eh bien, vous ne devez pas attendre d'avoir une approbation de votre plan d'entreprise, alors que le plan d'entreprise, dans le régime classique de chômage économique pour les employés, eh bien, il doit être approuvé. Ici, ce n'est pas le cas, vous devez le communiquer, mais il ne doit pas être approuvé. Vous allez devoir également communiquer à l'ONEM le document C106A, régime transitoire Corona. Je vous le disais, avant de pouvoir avoir recours, il y a des notifications à faire. Notification à l'ONEM au moins 7 jours avant le premier jour de chômage et également aux travailleurs dans le même délai, 7 jours avant le premier jour de chômage. On affiche à un endroit bien visible dans les locaux de l'entreprise où on informe individuellement chaque travailleur concerné. Et par ailleurs, on n'oublie pas la concertation sociale et on informe notre conseil d'entreprise ou à défaut la délégation syndicale des motifs économiques. Combien de temps vous pouvez envisager une suspension des prestations? Dans ce régime-là, c'est maximum 24 semaines si vous suspendez complètement les prestations. Et si vous mettez en place une suspension partielle, c'est au moins 2 jours de travail par semaine. Alors là, ce sera pendant maximum 34 semaines calendrier. Les avantages et les inconvénients, aucune approbation nécessaire du plan d'entreprise, ce qui implique que c'est plus rapide. Dans ce cadre-là, la législation est claire, les périodes de chômage économique sont assimilées à des périodes de travail pour les vacances. Les inconvénients, vous devez prévoir 2 jours de formation par mois et c'est un régime qui est limité dans le temps jusqu'au 31 décembre et les règles en matière de compléments payés par l'entreprise qui sont valables dans le régime classique de chômage économique sont les mêmes dans le cadre de ce régime de chômage économique transitoire. Troisième régime, eh bien, non pas le régime économique transitoire, mais le régime économique ordinaire pour les employés. Une entreprise en difficulté, on le voit sur le slide, on connaît 10% de diminution du chiffre d'affaires, de la production, des commandes. Eh bien, dans ce cadre-là, on peut être une entreprise en difficulté. Si tel n'est pas le cas, on va regarder si on a au moins 10% des ouvriers qui sont en chômage temporaire pour raison économique, ou à défaut, on va demander à être reconnu comme entreprise en difficulté par le ministre de l'Emploi. Donc, on est en difficulté, première condition. Et deuxième condition, on est lié par une CCT d'entreprise ou un plan d'entreprise. Ça peut aussi être une CCT sectorielle. Deuxièmement, combien de temps on peut envisager une suspension dans le cadre de ce régime? Si c'est une suspension complète, eh bien, durant maximum 16 semaines. Si c'est une suspension partielle, qui implique qu'on va travailler 2 jours de travail par semaine, c'est durant maximum 26 semaines calendrier. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce régime? On n'est pas limité dans le temps jusqu'au 31 décembre. On peut prévoir donc une période de chômage temporaire pendant 1 an qui va au-delà du 31 décembre. Pas de jours de formation et une assimilation des périodes de chômage économique ordinaire à des périodes de travail pour les vacances. L'inconvénient, si vous n'avez pas de CCT, c'est d'avoir une approbation de votre plan d'entreprise et ce supplément qui est payé par l'employeur. Le quatrième régime, si vous n'avez pas des employés ou si vous n'avez pas que des employés, c'est le chômage économique pour les ouvriers.
De nouveau, il faut être en difficulté et là, la définition n'est pas la même que pour les employés. Vous devez éprouver des difficultés économiques. Ça peut être toute raison économique qui provoque un manque de travail qui peut être évoqué. Vous pouvez suspendre les prestations pendant combien de temps? Si c'est une suspension complète pendant maximum 4 semaines, si ce n'est qu'il y a quand même une petite flexibilité qui est ouverte puisqu'il est prévu que jusqu'au 31 décembre 2020, ça peut être jusqu'à 8 semaines. Si vous mettez en place une suspension partielle des prestations, ce sera pendant maximum 3 mois. Et dans le cadre du régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2020, ce sera durant au maximum 18 semaines. 3 mois, c'est 13 semaines. Si vous mettez en place une petite suspension, c'est-à-dire au moins 3 jours de travail par semaine, eh bien, dans ce cadre-là, vous pourrez envisager cette petite suspension pendant maximum 12 mois. Les avantages, eh bien, vous n'avez pas cette date butoir du 31 décembre 2020. C'est assimilé à des prestations de travail pour les vacances. Les inconvénients, le supplément est aussi applicable dans ce cadre-là. 5e régime, la force majeure ordinaire. Donc, ce n'est pas la force majeure corona. C'est l'événement soudain et imprévu, indépendamment de la volonté des parties. Alors, on se demande, tiens, est-ce que ça peut encore être un régime qui est pertinent? On pense ici à l'hypothèse de la quarantaine. Imaginons un travailleur qui doit être mis en quarantaine parce qu'il revient de vacances et que sa zone de vacances est en zone rouge. Attention, il ne faut pas que ce soit de la faute du travailleur s'il est mis en quarantaine, c'est-à-dire que la zone ne pouvait pas être rouge au moment où il partait en vacances, sinon c'est de sa faute. Néanmoins, si la zone n'était pas rouge quand il est parti en vacances et qu'elle est devenue rouge quand il était en vacances, il doit être mis en quarantaine. Si vous ne savez pas proposer du télétravail à ce travailleur, eh bien, vous avez une force majeure qui vous empêche de lui donner du travail. Alors, est-ce que ça va être la force majeure ordinaire ou la force majeure corona? Là, vous devez en principe raisonner par cascade. Vous allez d'abord regarder si vous pouvez faire la force majeure corona. Mais si vous n'êtes plus dans les conditions pour mettre en place un régime de force majeure corona à partir du 1er septembre, alors vous retomberez dans le régime de force majeure ordinaire qui pourrait être invoqué pour ce travailleur qui doit alors remettre son certificat de quarantaine. Les avantages, c'est aussi un régime qui implique peu de formalisme, pas de complément à payer par l'employeur, c'est identique pour les ouvriers et les employés. Pour ce régime-là, il n'y a pas d'assimilation des périodes de chômage à des périodes de prestation pour le calcul des vacances ou le calcul du pécule de vacances. Les inconvénients, c'est un champ d'application assez limité. Voilà pour les différentes possibilités de chômage temporaire à partir du 1er septembre. Un autre grand sujet après été suite au coronavirus, eh bien, c'est le report de la procédure des élections sociales. Alors, vous le savez certainement, et certainement si vous êtes en charge de l'organisation des élections, les élections se tiendront durant la période qui va du 16 au 29 novembre 2020. Alors, comment est-ce qu'on choisit si nos élections dans notre entreprise vont avoir lieu le 16, le 20 ou le 29 novembre? Eh bien, on va regarder quelle était la date qui avait été prévue à l'origine pour nos élections. Notre date d'élection, ce qu'on appelle le jour Y dans le jargon des élections sociales, eh bien, notre jour Y va impliquer automatiquement un nouveau jour Y. Donc, pour vous donner un exemple concret sur les slides, imaginons que vous aviez prévu d'organiser vos élections sociales le 18 mai. Eh bien, en principe, votre date d'élection sera automatiquement le 23 novembre. Imaginons que le 23 novembre n'est pas une date qui convienne en votre sein parce que c'est un jour d'inactivité, parce que il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas ce jour-là. Est-il possible de modifier cette date? Alors oui, il est possible de modifier cette date pour prévoir une nouvelle date qui sera aussi située dans cette période du 16 au 29 novembre. Alors, quand et comment est-ce qu'on peut modifier cette nouvelle date? Quand cette date, elle peut être modifiée au plus tard à votre nouveau jour X plus 29. Donc, on vous a mis sur le slide, toujours dans l'exemple où vous aviez prévu d'organiser vos élections le 18 mai, la date peut être modifiée au plus tard le 23 septembre. Comment?
moyennant un accord avec le conseil d'entreprise ou le CPPT. Et là, vous allez regarder ce qui est prévu dans votre règlement d'ordre intérieur pour savoir si l'accord doit être prévu à la majorité, à l'unanimité. À défaut de mention prévue dans votre règlement d'intérieur, ce sera a priori à l'unanimité que l'accord doit être atteint. Idem pour l'horaire des élections sociales. Il est en principe maintenu, mais au plus tard, au nouveau jour X plus 29, moyennant accord du conseil d'entreprise ou du CPPT, eh bien, vous pouvez à nouveau envisager de modifier l'horaire de vote, mais pas de prévoir un horaire de vote plus court. Et en l'absence de CE ou de CPPT, vous allez pouvoir modifier la date des élections ou l'horaire des élections de manière unilatérale. Alors, quid de nos travailleurs protégés et quid de nos organes? Eh bien, nos organes, CE et CPPT, vont continuer à exister un peu plus longtemps que prévu, puisque les élections sociales ont été postposées et donc ils continuent à exister jusqu'à l'installation des nouveaux organes, installation qui doit avoir lieu au plus tard au nouveau jour Y plus 45. On a essayé de rendre ça pratique sur le slide. Donc, vous voyez, toujours l'exemple des élections le 18 mai, votre nouvel organe doit être installé au plus tard le 7 janvier 2021. Mes travailleurs protégés qui étaient candidats aux élections en 2016 continuent à être protégés un petit peu plus longtemps jusqu'à l'installation des nouveaux organes. Et donc, les candidats non élus en 2016 bénéficient aussi de cette protection, sauf si c'était la deuxième fois consécutive qu'ils n'avaient pas été élus aux élections sociales, auquel cas leur protection a pris fin en mai 2018. Alors, les listes, l'affichage des listes, la date limite, petit rappel, pour la communication de ces listes, c'était le jour X plus 35. Et donc, vérifiez que vous avez bien reçu ces listes au jour X plus 35 et vous allez devoir afficher ces listes à votre nouveau jour X plus 40 qui va de nouveau dépendre de votre date d'élection sociale. Si vous aviez prévu vos élections le 18 mai, les listes doivent être affichées le 4 octobre. Vous aurez un premier affichage donc au jour X plus 40, un deuxième affichage au jour X plus 56, s'il y a eu une réclamation contre la liste des candidats, et un troisième affichage au jour X plus 77 en cas de remplacement des candidats. C'est ce slide maintenant qu'on examine. Les listes de candidats peuvent encore être modifiées. Il est possible, je ne vous le souhaite pas, mais il est possible que vous ayez une réclamation contre une liste de candidats, auquel cas la liste des candidats, eh bien, suite à la réclamation, va être affichée, va être modifiée au nouveau jour X plus 54. Et la liste va également être modifiée si vous avez des candidats qui doivent être remplacés. Alors, quand est-ce que vous avez des candidats qui doivent être remplacés? L'hypothèse malheureuse d'un décès d'un travailleur, d'une démission du candidat de l'entreprise, ou un changement de catégorie, un travailleur qui était ouvrier qui devient employé, ou un travailleur qui choisit de retirer sa candidature. Imaginons qu'il avait mis sa candidature au CE et au CPPT et il estime, au vu de la crise Covid, que lui veut se concentrer sur le CPPT, il peut retirer sa candidature pour le CE. Le fait que les candidats puissent être remplacés implique que vous êtes face à une nouvelle période occulte, une période occulte donc de protection contre le licenciement. Et vous le voyez, c'est en rouge sur le slide, on est en plein dedans. Puisque cette période occulte, c'est quoi? C'est la période qui court à partir de votre nouveau jour X, qui est au plus tôt le 18 août et au plus tard le 31 août. Donc, si vous n'êtes pas en plein dedans, vous allez bientôt être en plein dedans, et qui prend fin à votre fameux jour X plus 76. Et votre jour X plus 76, ça nous conduit à novembre, donc du 2 novembre au 15 novembre. Ça veut dire que durant septembre et octobre et une partie de novembre, eh bien, il est possible
que certains travailleurs soient candidats aux élections sociales sans que vous ne soyez au courant. Et donc, ils sont protégés sans que vous soyez au courant contre le licenciement. Alors attention, le remplaçant, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir été licencié au jour qui précède votre nouveau jour X. Sinon, sa candidature comme remplaçant n'est pas valable. Alors, on a essayé de vous mettre tout ça en musique sur une petite ligne du temps, votre nouveau jour X, et puis vous voyez en rouge, à partir de votre nouveau jour X jusqu'au nouveau jour X plus 76, c'est votre nouvelle période de protection occulte. Après le nouveau jour X plus 76, les choses sont claires, vous savez qui est protégé et qui ne l'est pas. Alors, voilà pour le sujet relatif aux élections sociales. Un autre sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est le sujet du congé parental Corona. Alors, le congé parental Corona, pourquoi est-ce qu'il a été mis en place? C'était vraiment cet objectif de trouver une solution de garde pour les enfants, parce qu'on s'est rendu compte, eh bien, dans les entreprises, qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de garde parce que les crèches n'étaient pas toutes ouvertes ou partiellement ouvertes, et surtout parce que les écoles avaient fermé, parce qu'il est difficile de trouver des stages. Et donc, l'idée du législateur, ça a été de trouver des solutions pour proposer à ses parents eh bien, de passer du temps à garder leur enfant, puisque le législateur était d'opinion que le régime ordinaire du congé parental n'était pas de nature à rencontrer le besoin de flexibilité qui existait par rapport à la situation du Covid. Et donc l'idée, c'est de prévoir un régime de congé parental pour les parents d'enfants de moins de 12 ans. Si l'enfant est atteint d'un handicap, alors l'âge est porté à 21 ans. Alors, à qui ce régime est-il ouvert? Aux travailleurs qui sont liés à leur employeur par un contrat de travail depuis au minimum 1 mois. Qu'est-ce que c'est comme régime? C'est un régime qui permet de réduire son temps de travail jusqu'à mi-temps ou jusqu'à 4/5e. Alors, est-ce que c'est obligatoirement acquis? Non, ce n'est pas obligatoirement acquis, puisqu'il faut l'accord de l'employeur. Pour qui, je vous le disais, c'est pour les parents d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 12 ans. Cet âge est porté à 21 ans pour les enfants handicapés. Durant quelle période ce régime est-il possible et applicable? Alors, initialement, c'était du 1er mai au 30 juin 2020, mais si je vous en parle encore maintenant, eh bien, c'est parce que ce régime a été prolongé du 1er juillet au 30 septembre 2020 inclus. À partir du 1er juillet, ce régime a même été étendu puisqu'il a été précisé que pour les parents isolés ou pour les parents d'un enfant handicapé, il est possible de suspendre complètement ces prestations de travail. Sachez également que la réduction des prestations de travail à un mi-temps est ouverte aux travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein, mais qui sont, enfin, est ouverte non seulement aux travailleurs qui sont occupés à temps plein, mais également aux travailleurs qui prestent un temps de travail partiel qui représente au moins les 3/4 d'un emploi à temps plein. Alors, c'est un régime qui se présente attractif pour le travailleur, même s'il semble dans la pratique qu'il n'y ait pas tellement de travailleurs qui aient fait appel à ce régime. Pourquoi est-ce que ce régime est attractif pour le travailleur? Premièrement, eh bien parce qu'il ne s'impute pas sur le quota de jours auquel un travailleur a droit dans le cadre du régime ordinaire de congé parental. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si un travailleur c'est-à-dire que ce congé parental Corona ne va pas compter pour la durée maximale du congé parental ordinaire. Donc, le travailleur qui répond aux conditions d'accès pour ce congé parental Corona a droit finalement à un congé supplémentaire par rapport au congé parental ordinaire. Deuxième atout, la prise du congé parental Corona est financièrement plus avantageuse que le congé parental ordinaire. Pourquoi? Parce que l'allocation versée par l'ONEM est plus élevée par rapport à l'allocation congé parental classique.
elle est plus élevée à concurrence en principe de 25%. Et pour les parents isolés ou pour les parents d'un enfant handicapé, depuis le 1er juillet 2020, l'allocation a été portée à 50% de plus par rapport à l'allocation de congé parental ordinaire. Troisième avantage, je vous le disais, ce n'est pas imputé sur, le régime ordinaire. Et par ailleurs, si l'employeur marque son accord, le congé parental peut être pris rapidement et de manière flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travailleur ne doit avertir son employeur que 3 jours à l'avance. Et par ailleurs, ce régime peut être pris en une fois jusqu'au 30 septembre, puisque le régime est applicable jusqu'au 30 septembre, ou durant 1 ou plusieurs mois. Maintenant, ce n'est plus possible si le régime n'a pas encore commencé, ou semaines qui se succèdent ou non. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très flexible pour le travailleur, mais du moment que cela se passe avec l'accord de l'employeur. Et quatrième avantage, peu de formalisme pour la procédure de demande, puisqu'il est prévu que le travailleur doit avertir son employeur par écrit de son souhait d'avoir recours à ce congé parental Corona au moins 3 jours avant la date de prise de cours de la réduction des prestations. Mais il est possible de convenir d'un délai plus court entre l'employeur et le travailleur. Alors, oui, je vous disais, l'accord de l'employeur est nécessaire et possibilité de convertir le régime de congé parental ordinaire en congé parental Corona, pour autant que ce soit avec l'accord de l'employeur. Une question qu'on nous pose, tiens, est-ce que le travailleur bénéficie d'une protection contre le licenciement? La réponse est oui. La réponse est oui, même s'il bénéficie ou s'il demande le congé parental Corona pour 1 semaine. C'est quoi cette protection contre le licenciement? Eh bien, c'est une protection qui est tout à fait similaire à la protection qui est proposée dans le cadre du régime classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une interdiction absolue de licenciement, mais il y a une interdiction de licencier pour un motif lié au congé parental coronavirus. Ça veut dire que l'employeur peut licencier pour un motif étranger. Le motif grave, ce sera d'office un motif étranger à la prise du congé coronavirus. Combien de temps le travailleur est-il protégé? À partir de l'avertissement écrit du travailleur à l'employeur du fait qu'il souhaite bénéficier du congé parental coronavirus, jusqu'à 3 mois après la fin du congé parental coronavirus. Quelle est la hauteur de la sanction si l'employeur ne parvient pas à démontrer que le licenciement est étranger à la prise de congé parental coronavirus? Eh bien, c'est une sanction égale à 6 mois de rémunération, ce qui est donc la sanction classique en cas de violation de la protection du congé parental classique. Alors, on nous a parfois posé la question, mais donc il n'y a pas besoin de demander l'autorisation préalable des juridictions pour licencier ces travailleurs. Ce ne sont pas des travailleurs protégés au sens des élections sociales, c'est vraiment une protection qui est tout à fait similaire à celle du créditant. Donc, on ne demande pas l'autorisation, mais le travailleur a le droit de contester ultérieurement et le cas échéant en justice, s'il l'estime nécessaire, le motif de son licenciement. Un dernier sujet qu'on souhaiterait aborder avec vous, c'est le sujet de la réduction collective du temps de travail. Alors, on en a parlé beaucoup dans la presse. Ce qui est important de souligner avant toute chose, c'est que le champ d'application de ce régime, il est très limité dans la mesure où il ne concerne que les entreprises qui sont en difficulté ou en restructuration et qui sont reconnues comme telles. Alors, si vous avez déjà dû gérer un type de projet restructuration, c'est vraiment une demande qui doit être formulée auprès du ministre de l'Emploi. Donc, on ne peut pas décider comme ça qu'on est en difficulté ou en restructuration. Il sera généralement question, pour faire simple, de restructuration quand on est dans le cadre d'un licenciement collectif. Et pour l'entreprise en difficulté, il va falloir examiner les comptes annuels des 2 exercices précédents pour examiner la perte courante avant impôt et prouver que l'entreprise est en difficulté.
Si on est une entreprise en difficulté ou en restructuration, on peut envisager de mettre en place dans son entreprise une réduction temporaire du temps de travail d'un quart ou d'un cinquième. Et on peut combiner cette réduction du temps de travail à une semaine de travail de 4 jours. Alors, ça se fait comment? Ça se fait via une convention collective de travail. Et si on n'a pas de délégation syndicale, ça se fait via le règlement de travail. Certaines mentions sont légalement obligatoires dans cette convention collective de travail ou dans ce règlement de travail. Vous allez devoir, je ne les ai pas toutes reprises sur le slide, je vous en ai repris certaines qui me semblaient les plus pertinentes. Vous allez devoir vous référer à la législation Covid et vous allez devoir être très clair par rapport à la date de début de la réduction du temps de travail, sachant que la date ne peut pas être antérieure au 1er juillet 2020. Et vous allez devoir être très clair sur le début, mais également sur la fin de la période de la réduction du temps de travail. Et la fin doit se situer dans l'année qui suit le début de la réduction de la durée du travail. Alors, si vous mettez en place un tel système, vous devez, en tout état de cause, prévoir une compensation salariale et elle doit être dans votre CCT ou dans votre règlement de travail, donc une compensation salariale pour les travailleurs. Quel est le montant de cette compensation salariale? Eh bien, elle est au moins égale aux 3/4 du montant de la réduction des cotisations de sécurité sociale dont l'employeur va bénéficier. Je vais revenir en dessous sur le montant dont l'employeur va bénéficier. Et sachez que le travailleur reste considéré comme un travailleur à temps plein. Ça veut dire que les barèmes minima, au niveau sectoriel souvent, les barèmes minima pour un temps plein doivent continuer à être respectés. Donc, on ne peut pas aller en dessous. Quelle est la réduction de cotisation de sécurité sociale que vous allez recevoir? C'est un montant forfaitaire par trimestre et par travailleur concerné. Alors, je vous ai repris le montant sur le slide, 600 € ou 750 € si on diminue d'un cinquième ou d'un quart. Et si en plus on introduit la semaine de 4 jours, ça passe à 1 000 € et 1 150 €. Quid si un employeur est contraint de licencier pendant cette période de réduction du temps de travail? Sachez que pour le calcul des indemnités, le travailleur verra le calcul fait sur base de la rémunération qu'il percevait avant la réduction du temps de travail. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de réduire le temps de travail? Oui, mais c'est toujours dans ce champ d'application très limité des entreprises en difficulté ou en restructuration. Autre première possibilité, le créditant Corona, où vous pouvez envisager une diminution des prestations jusqu'à un mi-temps ou 4/5 et le travailleur reçoit dans ce cadre-là une allocation de l'ONEM et vous pouvez envisager ce régime durant au minimum 1 mois et au maximum 6 mois, sachant qu'il prendra en tout état de cause fin sur base de la législation actuelle au 31 décembre de cette année. Le travailleur doit marquer son accord à cet égard. Deuxième système qu'on appelle aussi parfois créditant pour les personnes plus âgées qui en réalité s'appelle stricto sensu l'emploi fin de carrière. Eh bien, il y a l'emploi fin de carrière Corona pour les entreprises en difficulté ou en restructuration qui est proposé aux travailleurs de 55 ans et plus qui justifient d'une carrière salariée de 25 ans. À nouveau, possibilité de diminuer les prestations jusqu'à un mi-temps ou 4/5 avec paiement d'une allocation ONEM. Et la prise de cours de la diminution se situe entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020. Voilà qui clôture en ce qui me concerne mon exposé pour ces mesures Corona après été. Merci beaucoup, Florence. C'était de nouveau très intéressant, très à point. Toutes les questions, enfin, j'ai reçu pas mal de questions des personnes qui ont participé, 26 en total. Je vais chercher. Alors, 2 questions sur les vacances annuelles. Tout d'abord, le congé, le chômage temporaire, qu'est-ce qu'il y en est de l'assimilation pour les vacances annuelles, mais aussi le congé parental. Comment ça marche? Est-ce que c'est assimilé ou pas? Oui, pour le chômage temporaire, il y a effectivement cet arrêté royal qui a prévu
Donc pour tous les chômages temporaires, enfin pour le chômage coronavirus, qui a prévu que pour la période du 1er février au 30 juin, il y avait une assimilation des prestations à des périodes de travail. Alors il y a pour le moment un recours devant le Conseil d'État pour annuler cet arrêté royal, mais pour le moment, en cas de chômage temporaire Covid, il y a une assimilation. En cas de chômage temporaire économique, là c'est prévu dans la loi, il y a une assimilation. La seule hypothèse dans laquelle il n'y a pas d'assimilation, c'est le chômage temporaire Covid à partir du 1er juillet et le chômage force majeure classique. Ah, ok. Et pour le congé parental Corona, c'est assimilé? Oui, ça, il faudrait que je vérifie, mais à mon avis, c'est assimilé. Je devrais vérifier. Ah, ok, on reprend dans le Q&A. Une question sur le nombre de jours de formation pour les employés. Hein? Est-ce que les 2 par mois, hein, est-ce que ça vaut pour tous les employés ou uniquement pour les employés vraiment en chômage économique pendant ce mois? À mon sens, ça vaut pour les employés en chômage économique. Ah, ok. Une question, si une entreprise n'a pas connu une diminution du chiffre d'affaires de 20% ou ni de 10%, est-ce qu'il y a encore un moyen d'obtenir le droit d'appliquer le chômage temporaire? Alors, si elle veut économique, si elle veut le chômage économique pour les employés, alors elle peut demander à être reconnue comme entreprise en difficulté. Oui. Alors, simple demande. Oui, alors elles doivent expliquer au SPF Emploi qu'elles ont connu des difficultés en raison du Covid et un petit peu documenter ça. Mais donc, si elles ne sont pas dans les hypothèses de 10%, alors elles peuvent demander une reconnaissance comme entreprise. Et puis, c'est seulement une fois qu'elles ont la reconnaissance qu'elles peuvent introduire le dossier de chômage. Ok. Donc, ça peut avoir lieu parallèlement, mais en tout cas, le chômage ne sera pas accordé tant qu'elles n'ont pas été reconnues. Ok, très bien. Plusieurs questions sur les zones rouges et oranges. Enfin, si un travailleur revient d'un congé dans une zone rouge et c'était connu comme zone rouge avant de partir, quand il revient et il est malade, est-ce qu'il a droit au salaire garanti? Le salaire garanti. Je sais qu'il n'aura pas droit au chômage temporaire parce que c'est de sa faute. S'il est malade, est-ce qu'il a droit au salaire garanti? Oui, bonne question. À mon avis, oui. À vérifier, je devrais vérifier. Ok. Si une personne habite dans une zone orange, hein, et elle veut venir travailler, est-ce qu'on peut s'opposer à cela ou est-ce qu'elle a vraiment est-ce qu'elle a justement droit au travailler comme les autres ou qu'est-ce qu'on peut... Oui, bon, effectivement, les zones rouges, ce sont les zones rouges qui sont problématiques. Pour les zones oranges, ce sera une concertation aussi avec votre comité pour la prévention et la protection au travail. Essayez peut-être de recommander le télétravail. Si ce n'est pas possible, alors mise au travail. Oui. Alors, si une personne... encore, je cherche la question. Si une personne est sans symptômes et a testé positivement, qu'est-ce qu'on peut faire comme employeur? Si elle a le Covid et qu'elle remet un certificat médical, peu importe qu'elle soit sans symptômes, elle est malade et donc elle doit rester chez elle et elle reçoit le salaire garanti. Ok, voilà. Ok, très clair. Ben, je crois que c'est un peu ça. Oui, voilà, peut-être préciser par rapport à la question sur le chômage économique temporaire employé et cette question des formations. On nous a confirmé que ça vaut dès que le travailleur est mis en chômage économique pour le mois. Donc, imaginons que vous mettez en place un régime de chômage économique où le travailleur va travailler que 2 jours par mois. Il aura automatiquement droit à ces 2 jours de formation. Et ces formations, pour le moment, il n'y a pas une obligation légale de les externaliser. Donc, vous pourriez envisager de prévoir des formations en interne. Ok, très bien. Je crois qu'on peut reprendre les autres questions dans le Q&A qu'on va rédiger dans les semaines qui suivent. Hein. Il me reste encore de vous remercier fortement pour votre participation. Hein. C'était de nouveau très intéressant. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites pour cet webinaire et on espère de vous revoir dans le futur dans un des webinaires de ESG People. Je vous souhaite une bonne reprise à tous le 1er septembre et
oui, et une bonne santé surtout. Merci.